Alors du coup, voilà, je mets Arus. Alors c'est pas forcément flagrant sur la présentation, mais Arus c'est mon cheval. Donc c'est celui qui est là, c'est pas moi qui suis dessus. C'est une jeune fille, mais effectivement j'ai du mal à prendre des photos de mon cheval de loin quand je suis dessus. Donc là c'est voilà, donc c'est une jeune fille qui le monte à ma place. Voilà. Donc Arus, un cheval de sport hollandais. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Voilà, donc pour ceux qui connaissent vraiment très très bien l'équitation, il n'est pas à la lettre. Et je vais expliquer ce que ça veut dire après. Alors tout d'abord, on va dire merci aux sponsors, sans qui cette journée, enfin ces 2 jours seraient impossibles, et encore moins la possibilité d'avoir un lieu aussi joli et agréable. Donc sachant que j'appartiens à une entreprise qui est dans les sponsors Silver, qui est en forme de carré, de couleur, et qui fait de la télécommunication. Voilà. Ça arrive, ça arrive. Voilà, donc Arus, c'est lui. 1,72 m au garrot. Grosse maille, pour ceux qui ne connaissent pas bien les chevaux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je suis assise sur la selle, j'ai mes fesses plus haut que ma tête. Voilà. 670 kg. Comme vous avez pu le voir sur la première photo, il n'a pas beaucoup de graisse. Donc, il y a soit beaucoup de squelette, parce que c'est quand même une grande bête, mais il a surtout beaucoup de muscles. Il est extrêmement puissant. C'est un très grand cheval, très très fort. Il avait 14 ans quand il est arrivé au centre équestre où je monte, donc il est un peu plus vieux maintenant, mais ce qu'il faut retenir, c'est que 14 ans, en fait, c'est un cheval qui est hyper bien dressé. Donc en fait, toutes les bases du dressage, il les connaît, les codes et autres et tout. Donc c'est vraiment un cheval très très haut niveau. Donc 10 ans en saut d'obstacle. Donc 10 ans en saut d'obstacle, c'est un expert de sa discipline. Donc pour ceux qui s'y connaissent en équitation, il faisait des concours de saut d'obstacle international. Donc c'est un cheval qui a voyagé en fait dans le monde entier pour faire juste du saut d'obstacle, et du saut d'obstacle qui sautait à peu près ça. Donc il enchaîne entre 10 et 14 obstacles qui font cette hauteur-là. Voilà, ça paraît pas énorme comme ça, mais je vous mets au défi de le sauter. Déjà rien qu'un sans faire tomber les barres, et puis on voit. Voilà, donc c'est vraiment un expert de son domaine, tant qu'on arrive à s'entendre. Donc présentation, donc, je m'appelle Anne-Claire, je suis maman de 2 petites filles. Je suis en général, alors ça fait partie de mes caractéristiques, mais ce ne sont pas les seules, j'ai tendance à être déterminée, énergique. J'aime beaucoup les challenges et je suis une inconditionnelle de l'équitation. Donc cette photo-là, mon mari la comprend très bien. Ceux qui ont des gens qui font de l'équitation autour d'eux la comprennent très bien aussi. Et vous allez la comprendre vous-même à la fin de cette conférence, je l'espère. Voilà, alors nos premiers pas ensemble. Arus, on l'a récupéré, il avait 14 ans. On ne savait pas son passé. On savait juste qu'en fait, il avait été abandonné dans un box par son propriétaire précédent parce que cette personne-là ne savait pas plus quoi en faire. En fait, il n'était plus capable de le monter. Et il a décidé de l'affamer en le laissant coincé dans un box. Autant dire qu'il n'était pas extrêmement joli à voir quand il est arrivé. Quand je l'ai vu, en fait, j'ai eu 3 jours à me décider. On m'a dit, tu as 3 jours pour te décider, on le garde ou on ne le garde pas. Je ne sais pas. Et en fait, un truc extraordinaire, il m'a chargé le premier jour où je l'ai sorti du box. Je dis, attends, je l'adore, c'est trop drôle. On va prendre celui-là, il est génial. Voilà, alors du coup, une fois que j'ai monté dessus, j'ai eu le droit au saut, j'ai toute chute possible. Donc les 6 premiers mois de vraiment très très difficiles. Donc j'ai eu l'éjection, comme on voit là. Alors il est très intelligent, il utilise la force centrifuge. Donc en fait, quand il tourne très vite comme ça, lui tourne, mais pas moi. Donc la belle chute, sympathique. Et alors là, en saut d'obstacle, c'est un expert vraiment. Donc j'ai eu le strike, donc le cheval qui pile, je dégomme tous les obstacles. J'ai eu le je saute toute seule, voilà, donc lui d'un côté, moi de l'autre. Et j'ai eu le truc absolument honteux où en fait vous finissez sur l'encolure et le cheval gentiment baisse la tête et vous dépose d'une façon très, très sympathique. C'est-à-dire vous glissez et vous faites le poirier là, dans le sable. Et vraiment, vraiment sympa. Pour l'ego, c'est un grand travail sur soi de se dire qu'il faut remonter dessus après. Voilà, et puis j'ai le truc aussi où en fait vous êtes par terre et vous ne savez pas comment c'est possible. Il y a eu un moment de blanc en fait, et là vous n'y êtes plus. Mais en tout cas, lui est devant vous, et puis bon. Ça s'est terminé au bout d'un certain nombre de mois. J'ai eu une grosse séance de saut d'obstacle où j'ai été un petit peu plus, comment dire, en me disant ce coup-ci j'en ai ras-le-bol.
on y va. Hein, donc j'ai serré les jambes, j'ai armé la bête. Et là, ça m'a valu brûlure aux 2 mains. Donc les rênes, j'ai des rênes anti-grippe pour pas que ça glisse. Je vous assure, ça glisse pas. Donc quand je les tiens, et ben en fait, ça m'a valu des brûlures assez graves aux mains. J'ai eu une entaille à la tête. Belle entaille liée à ma bombe, en fait. La bombe a éclaté, simplement. Déviation de la cloison nasale et une magnifique entorse au genou. Voilà, donc ça dans la même séance. Et malgré tout, mon moniteur est venu vers moi, donc je pissais littéralement le sang du nez. Et je lui ai dit, non, je remonte dessus, on va passer ce foutu obstacle. Il n'est pas question qu'on arrête. Donc voilà, ça ressemble à peu près ça par moment aussi. J'ai fini aussi dans cette position-là. Là, vous pouvez crier tout ce que vous voulez, je ne lâcherai pas. Il y a un moment, vous êtes obligé de poser le pied par terre, parce que ça ne tient pas. Donc malgré tout, après cette séance, je me suis dit là, stop, on arrête les frais, parce que j'ai quand même 2 petites filles et tout, puis je tiens à mon intégrité physique à un moment, et aussi morale, parce que je peux vous assurer que quand vous vivez ça pendant plusieurs mois, eh ben, l'ego, il prend quand même vraiment un coup. J'ai un niveau équestre qui n'est pas si mauvais que ça, et là je me sentais juste hyper nulle, et je le vivais très très mal. Je me suis dit, il faut que je fasse complètement différemment. Donc ma première étape, ça a été de me dire, qu'est-ce que je fais ? Donc j'ai choisi la bienveillance, parce qu'il y a un moment, voilà, alors j'ai pas amené tout mon matériel, parce que d'ailleurs je ne l'ai pas celui-ci, donc vous pouvez renforcer les aides, c'est-à-dire vous dire, ok, en fait on va jouer à qui est le plus fort. Donc on met les éperons, on change le mors, on utilise ce magnifique objet pour, je vais pas le faire, mais s'énerver un petit peu dessus. Voilà, donc ça c'est possible, seulement sur un cheval qui fait 670 kg. Personnellement, je l'ai senti mal. Je me suis dit, c'est peut-être pas un bon plan. Donc j'ai rangé tout ça. J'ai rangé ça aussi d'ailleurs, parce qu'en fait, à chaque fois, ça me valait de me faire dégager. Et j'ai décidé en fait de prendre du temps avec lui. Donc pour ceux qui connaissent, il y a un film qui s'appelle Danse avec lui, qui est effectivement avec des chevaux, mais qui est surtout une leçon de vie. Et à un moment, la personne dit, qu'est-ce que vous donnez si vous ne donnez pas votre temps ? Voilà. Et donc j'ai fait ce choix-là, de donner du temps avec lui, parce que j'avais envie de construire quelque chose avec lui. J'avais une vision. Effectivement, quand j'étais petite, j'ai été bercée toute petite dans les chevaux. En fait, mes parents détestaient les chevaux, mais par contre, j'avais plein de livres et tout sur les chevaux et j'adorais ça. Et j'ai vu Les Talons Noirs. Et là, Étincelle, Les Talons Noirs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un livre magnifique avec un jeune garçon qui finit à la fin pour monter sur son cheval accru et tout, et qui galope sur la plage. Voilà, donc moi, mon rêve, en fait, c'est de faire ça, avec un russe peut-être, mais avec un autre. C'est assez, ça donne envie. Je ne sais pas si je le ferai un jour, parce que je pense que c'est extrêmement dangereux, mais en tout cas, ça me fait rêver. Donc ma vision, c'était ça, c'est de me dire, je veux un moment être assez en sécurité avec lui pour me dire... On n'a plus du tout d'harnachement entre nous. Je n'ai plus de sel, je n'ai plus de rênes, je n'ai plus rien. Et je lui fais confiance et il est en totale liberté. Et moi aussi, donc voilà. Ça demande quand même un niveau assez loin, mais c'était ma vision. Voilà, celle-ci. Le galop sur la plage. Magnifique. Et après, je me suis dit, ok, pour faire ça, en fait, il y a une remise en question. Parce que à partir du moment où ça ne fonctionne pas entre... 2 personnes, que ce soit un animal ou une personne, voilà. Là, en fait, on a bien envie de se dire, attends, c'est l'autre. J'aurais très bien pu me dire, attends, ce cheval, il est nul et tout, on ne peut rien en faire, une vraie carne, boucherie. Hein, on le voit régulièrement. Parce que je me suis dit, en fait, non, si ça ne marche pas, en fait, c'est aussi de ma faute. Donc, qu'est-ce que je peux faire différemment, moi, pour qu'il se passe quelque chose ? Et qu'en fait, la relation, elle change, que j'arrête de tomber, que j'arrête de me faire mal et qu'on puisse se faire plaisir. Donc, comme tout changement commence par soi-même, voilà. Qu'est-ce que je fais ? Je me dis, bon, on passe un contrat ensemble. Et je dis, allez, mon grand, on fait autre chose, on teste autre chose et on travaille ensemble, vraiment. La première étape que j'ai eue dans cette remise en question, c'était être dans le moment présent. Les chevaux, en fait, ils ne connaissent pas l'avenir. Ils connaissent maintenant. Ils se souviennent soit du passé, mais ils vivent surtout maintenant. Un animal vit maintenant. C'est pas du tout mon truc. Moi, je suis toujours dans l'avenir, je suis hyper punchy, j'attaque à fond et tout ça, et je me projette, et voilà. Et c'est très très dur, donc j'ai décidé de me mettre au yoga. Donc mon mari s'est franchement foutu de moi. Il m'a dit, tu te rends compte que tu te mets au yoga pour monter à cheval ? C'est quand même hyper grave, quoi. Il me dit, t'as changé de cheval et on n'en parle plus, quoi.
Hein, c'est quand même vachement bizarre. Ok, donc j'ai quand même fait ce choix, et tout, et alors, pire, au bout de 4 ans, je fais de la méditation, en plus du yoga, hein, pour vraiment, en fait, ancrer les choses, prendre les temps de recul, analyser les situations et voir les choses complètement différemment. Une communication claire. J'ai choisi effectivement aussi de changer ma communication. Donc j'ai essayé plein de choses. Je me suis trompée. J'ai eu une réponse, familière. Voilà. Sauf que j'ai appris. Donc j'ai appris en fait que quand je fais une chose, il répond d'une certaine façon. Et au fur et à mesure d'essayer, j'ai réussi à créer avec lui une communication très claire, très bienveillante, très simple, quelque chose qui nous convenait à tous les deux. J'ai dû aussi accepter qu'on avait des perceptions complètement différentes. Donc là où moi je voyais ça, c'est-à-dire le mini-obstacle, parce que je me suis quand même fait virer, pour ceux qui disent, parce que ça je ne l'ai pas dit, sur des barres au sol. C'est-à-dire on pose la barre au sol, le cheval arrive et il refuse de la sauter. De passer au-dessus, parce qu'il n'y a pas de saut quand même. Je veux dire, on peut mettre n'importe quoi au sol qui fait à peu près 10 cm de haut, même vous ne sautez pas. Mais je me suis fait virer sur ces hauteurs-là. Donc on lui mettait quand même un petit peu, histoire de faire style, on saute à l'obstacle. Ça faisait entre 20 et 40 cm. Et il s'arrêtait, il me virait, il faisait demi-tour et tout. Je me suis dit, a priori, on ne voit pas la même chose. Il y a quand même quelque chose, donc pour lui, ça ne représentait pas pareil. Donc j'ai accepté qu'on avait des perceptions qui étaient complètement différentes et de ne pas essayer de le forcer à faire des choses. Je me suis dit, il faut que j'ai confiance en lui, parce qu'à force de tomber, je vous avoue que j'ai commencé à être un petit peu, stressée, un petit peu plus, tendue, quand je le montais. Et ce qui fait qu'en fait, je ne l'écoutais plus du tout. Et les fois où il aurait pu y aller, en fait, c'est moi qui l'arrêtais. Donc je finissais par avoir tellement peur que je faisais l'erreur. Donc je me suis dit, il faut que je travaille là-dessus. C'est-à-dire que quand je sens que c'est bon, je lui fais confiance et on y va. Souvent, ça faisait ça quand même. J'avais hyper peur et je me disais, mon Dieu. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à passer autre chose, en fait. À passer vraiment des étapes, une par une. Et tout, et ce qui me faisait très très peur, en fait, a fini par devenir un peu moins stressant, et j'ai pu passer vraiment des étapes très très hautes avec lui. Aujourd'hui, on saute des choses assez exceptionnelles. Voilà, et donc des petits pas, et accepter aussi de suspendre mon jugement, de me dire quand même, un jour, il était capable de sauter ça, et le lendemain, je passais pas une barre au sol. Donc comment moi j'accepte ça ? Et je me dis, c'est pas grave, aujourd'hui il n'est pas dedans. Et plutôt que de me dire, non mais attends, hier il le faisait, il se fout franchement de ma gueule, quoi. Il y a un moment, c'est juste plus possible. Donc non, ça on arrête. Et je me dis, aujourd'hui il n'est pas dedans, c'est pas grave, je vais faire autre chose. Voilà, donc ça je l'ai pareil vécu concrètement, la mini flaque d'eau. Vous êtes en train de vous promener, peinard. Mini flaque d'eau, et là il se passe un truc super bizarre, il vous fait un bond comme s'il y avait un truc en fait qui l'attaquait. Je dis, ok, c'est pas grave, on l'a passé, franchement, et j'étais dessus juste après. Voilà, et il récupère son calme. Je me dis, bon, ok, on n'a pas vu la même chose, mais il a fait un effort énorme pour lui, qui est quelque chose d'incroyable. Donc je l'accepte, tel que c'est. Le valoriser énormément. Passer beaucoup de temps, quand il saute une énorme flaque, qui fait 20 cm, et je dis, c'est bien, super. Franchement, t'es un super cheval, c'est incroyable. Donc caresse et tout va bien. Voilà, donc gros câlin au cheval. Beaucoup de friandises, beaucoup de temps passé, du temps aussi passé à faire autre chose que juste mettre mes fesses dessus, c'est important. 4 ans plus tard, en fait, parce que ça fait 4 ans maintenant, Arus est considéré comme un maître d'école. C'est le cheval que tout le monde s'arrache pour faire les reprises de dressage galop 7. Alors ça ne parle pas forcément à beaucoup de gens. Dans l'équitation, il y a 9 niveaux, donc 9 galops possibles. Dans un centre équestre traditionnel, vous pouvez passer jusqu'au galop 7. Galop 8 et 9, il va vous falloir des chevaux un petit peu plus, on va dire, aguerris, et plutôt vous approcher de l'École nationale d'équitation. C'est un choix, en tout cas, ce n'est pas le mien, mais voilà, donc galop 7, ça commence à faire un certain niveau.
Et donc, c'est ce cheval-là que tout le monde s'arrache pour passer le galop 7 de dressage, parce qu'il est extrêmement bon. Alors que personne ne souhaitait l'approcher avant. Personne ne mettait ses fesses dessus de peur de se faire virer. Voilà, c'est la référence du club. Donc non seulement il est très très bon en dressage, mais au fur et à mesure, on a réussi à repasser des étapes en saut d'obstacle. C'est un extraordinaire cheval de saut d'obstacle, à condition de rester dessus, parce que malgré tout, il a quand même une force. Il faut rester un petit peu en selle dessus. Il est extraordinaire en cross. Donc le cross, ce sont des obstacles en fait naturels. On saute dans une prairie et tout. Donc c'est pareil, ça demande du cavalier une confiance en son cheval qui est hyper importante, parce qu'à tout moment, tomber sur un sol hyper dur comme vous avez dans un cross, c'est pas tomber comme dans une carrière où vous avez du sable. La probabilité que vous vous fassiez très très mal, elle est extrêmement forte. Une chute en cross, c'est assez catastrophique. Et puis c'est un cheval que j'adore. Je passe énormément de temps avec lui. Mes filles aussi, d'ailleurs, puisque mes filles, à l'époque, avaient, dans 3 ans la plus petite, et pouvaient sortir le cheval. Maintenant, elle peut le sortir en main, il ne lui fait rien du tout. Et j'ai tellement confiance en ce cheval que mes filles s'approchent de lui font des soins, donc elles sont quand même juste à côté de ses pattes, il est tout à fait capable de les écraser, de les éjecter et de leur faire très très mal. Et ça se passe très très bien. Il est hyper calme, en fait, avec les enfants. Il adore les enfants. Et d'ailleurs, la preuve qu'il est quand même hyper sympa, c'est que ma petite fille, un jour, s'est retrouvée face à lui et il était la tête dans le box et les fesses derrière quelque chose qui fait qu'elle ne pouvait pas passer. Et là, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Elle s'est dit, mais on va passer par en dessous. Non, mais allons-y. On passe par en dessous les pattes, quoi, sous le ventre. Et il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Honnêtement, c'est rare. C'est rare. Et ça montre un effet de confiance qui est quand même très très fort. Moi, j'en connais plus d'une qui, ne serait-ce que pour une mouche, se sont pris un coup de pied en baissant la tête sous le ventre et qui se sont fait éclater le nez. Voilà, donc vraiment, le cheval au top de ce qu'on peut avoir. Alors tout ça, c'est bien gentil. Donc le cheval, tout ça, c'est chouette. Alors le truc, c'est maintenant, qu'est-ce que je fais de tout ça ? Donc, entre autres, j'ai une casquette de manager d'équipe et je me suis dit à un moment, en tant que manager, ce cheval-là, il m'a appris énormément de choses. Qu'est-ce que je vais en faire ? En tout cas, je suis persuadée qu'on peut l'utiliser pour tous les jours. Donc, si on les reprend, toutes les thématiques dont on a parlé tout à l'heure, il y a la partie bienveillance. La bienveillance, quand vous êtes manager, en fait, pour moi, c'est la tonalité que vous voulez donner à votre équipe. Quand vous prenez le management d'une équipe, quand une personne vous rejoint ou autre, qu'est-ce que vous voulez donner comme tonalité ? Moi, c'est la bienveillance. Je ne sais pas, vous ferez votre choix. Mais en tout cas, pour moi, c'est important. Avoir une vision. Donc, effectivement, avoir une équipe en tant que manager, c'est pas juste avoir des gens, en fait, des gens qui se regroupent. C'est pourquoi les personnes sont là. Donc, qu'est-ce qui vous fait rêver et qu'est-ce que vous voulez voir dans l'avenir ? Qu'est-ce que ça va devenir ? Donc, me remettre en question. Alors ça va même au-delà, c'est-à-dire que quand on est manager, alors moi j'ai récupéré différentes équipes ou des personnes qui nous rejoignent, il y a toujours aussi des gens très bien intentionnés, et là il faut s'en méfier, qui vont venir vous voir, puis que vous dire « Attends, alors cette personne-là, méfie-toi parce que ça ne va pas du tout chez lui. Tu verras comment ce sera quand tu seras manager. » Personne. Mais alors moi, j'ai eu plein de problèmes avec. Ok, donc ça, pour moi, on reset ça. Enfin, en tout cas, c'est mon choix. Je reset et je démarre à zéro. Je redémarre à zéro, en fait, avec toutes les personnes qui me rejoignent. Je me dis, chacun a le droit à sa chance et a eu le droit de changer. Voilà. Donc, je me remets en question, soit moi, tout le temps, dans ma relation avec la personne aussi, en me disant, si j'ai quelque chose qui démarre mal, faut que je le change tout de suite. Et qu'est-ce que j'ai fait mal, moi, pour que ça se passe comme ça. Extrêmement important, de mon point de vue. Être dans le moment présent. Effectivement, quand quelqu'un vient me voir, et tout, c'est qu'il a besoin de quelque chose. On est tous des adultes dans le monde du travail, donc tout le monde est autonome. Donc, moi, en tout cas, quand je vais voir mon manager, c'est que j'ai besoin de quelque chose. Et je pars du principe que c'est pareil pour les personnes dans mon équipe. Donc en fait, à moi d'être à l'écoute quand ils viennent me voir pour ma casquette manager.
peuvent venir me voir pour autre chose. Mais là, c'est vraiment super important. C'est qu'il y a quelque chose à voir avec eux. Et ils ont besoin de ce temps. Donc je suis dans l'écoute active. Je suis avec eux maintenant. La communication claire. J'essaye en fait régulièrement d'être le plus clair et la plus authentique possible avec les personnes de mon équipe. Des fois, ce n'est pas toujours simple. On ne va pas se mentir, il y a des choses qui se passent mal dans les équipes. Et donc, c'est comment je l'ai dit, quand même, le plus facilement possible, et pour que la personne puisse le comprendre sans que je la blesse. Et malgré tout, quand quelque chose s'est mal passé, c'est là pour moi aussi que c'est vraiment très très important de le faire, parce que si on laisse quelque chose qui s'est mal passé sans commentaire derrière, la probabilité que ça revienne est quand même assez forte. Donc comment on fait le retour à la personne en le disant gentiment et pour qu'elle puisse évoluer. Des perceptions différentes. Alors c'est exactement comme j'accepte qu'en fait quelque chose qui moi me fait pas peur fasse peur à la personne ou qu'elle interprète des choses différemment. Donc comment en fait on communique ensemble en se disant bon ok, tu as cette vision-là, moi j'ai pas la même, mais en tout cas d'essayer de se comprendre et de faire un pas vers l'autre. C'est hyper important au niveau des équipes. La confiance par défaut. Donc ça, je le fais tout le temps. C'est la partie qui me coûte le plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des fois, il y en a certains... Alors, pour le coup, c'est vrai que je n'ai pas été jusqu'au bout de la présentation. En fait, je gère une équipe de coach agile. Je suis coach agile personnellement aussi. Et du coup, c'est hyper compliqué. Il y en a certains, ils me disent, je vais faire tel accompagnement. Et là, je fais, oh, horrible. Ok. Je me dis, non, mais ça va le faire. Ouais, alors moi-même, j'ai carrément les boules. Je me dis, punaise, j'espère qu'il ne va pas se planter. Et tout. Et franchement, quand ils me disent tous souvent le déroulé de ce qu'ils prévoient de faire. Et là, des fois, je fais, oh mon Dieu, faire tel atelier, ok, t'es sûr? T'es sûr? Ok, si t'es sûr, c'est bon, vas-y. Fais-toi plaisir. Et honnêtement, pendant que l'atelier se passe, je suis hyper stressée. Et la personne souvent me rappelle après en me disant « C'était génial, ça s'est hyper bien passé, je suis super content. » Ok. Donc la confiance par défaut, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Souvent, quand on est manager, on attend de nous qu'on dise « Ok, tu aurais peut-être mieux faire ça. » Le côté expertise, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Il faut juste dire si tu penses que c'est le bon choix, eh ben vas-y. Parce qu'en fait, c'est toi qui vas le faire. Donc tu te débrouilles. Alors ne le dites pas comme ça, il va le prendre mal. Voilà, des petits pas et suspendre le jugement. Donc pareil, hyper important. Chaque personne évolue à sa vitesse. Voilà, et donc il y a des personnes en fait qui ont des pas qui font pas la même taille que ceux des autres. Donc il y en a qui font, pour moi, de mon point de vue, des très grands pas d'un coup, et d'autres qui font des petits à chaque fois. Voilà. C'est bien. En fait, c'est juste bien du moment qu'ils avancent. Important. Chacun fait le pas qui est important à sa vitesse. Et pareil, je suspends mon jugement. Je ne dis pas, bah ouais, mais machin, il va quand même vachement plus vite que toi. Tu vois le niveau, bah, tu as intérêt à cravacher un petit peu là, parce que va falloir que tu te speed un petit peu et que tu te remues. Hein. Donc ça, jamais, jamais, jamais je ne le fais. Et valoriser. Hyper important. On valorise tout ce qui est fait. Même s'il y a des choses que vous pensez, peut-être normales, hein, si la personne, elle me contacte pour me dire « T'as vu ce que j'ai fait? Je suis fière de moi. » Eh bien oui, je le valorise. Je dis « Bah ouais, franchement, c'est super. Hein. C'est super, c'est quelque chose... Est-ce que tu penses que tu l'aurais fait il y a quelque temps? » Non. Eh bien, félicitations. Bravo, t'as évolué. Et en fait, c'est le fait de valoriser et toutes ces petites choses que vous faites qui font que les personnes, elles vont grandir, que vous allez créer une relation avec eux et que les choses vont s'améliorer au fur et à mesure. Voilà, tout en n'étant pas l'expert du système. Parce que si vous vous posez comme expert, en fait, les gens ils vous appellent tout le temps. Et pour moi, le job d'un manager, c'est pas ça. C'est pas d'être tout le temps à porter son équipe. Chacun est adulte et doit se débrouiller. À vous juste de leur donner les moyens pour que ce soit le cas. Et j'ai été hyper vite. Je sais pas si vous avez des questions. On peut revenir sur le dernier slide, si je sais utiliser la télécommande correctement. Oui.
Remercier, oui. Oui, tout à fait. Oui, oui. Les kudocards, oui. Ouais, c'est une très bonne idée. Ouais, c'est une super idée, effectivement. Je ne l'ai pas encore mis en place. Donc merci. Oui, il faut remercier le cheval, mais aussi. Vous avez des questions, des remarques autres? Oui. La bonne posture dans ce cas-là. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses à voir. Alors moi c'est ce que je vous dis, c'est que je vis beaucoup dans le moment présent. Donc en fait, je m'adapte à chacune des personnes. C'est hyper important de la connaître. Il faut juste, alors, des fois, est-ce que la personne, elle a envie de continuer? Il faut se poser la question. Il arrive parfois que les personnes, en fait, n'y arrivent pas simplement parce qu'ils ne sont pas à leur place. Ça ne leur convient pas. C'est pas grave en soi. Il faut juste les aider à en prendre, enfin, à le dire si c'est le cas. Et si c'est autre chose, c'est leur poser la question, mais comment je peux t'aider? Si la personne aimait une difficulté, si elle ne l'aimait pas, c'est qu'elle estime qu'il n'y en a pas. Et là, c'est une différence de perception. Ben oui, je comprends, c'est difficile. C'est difficile. Comment est-ce que vous avez construit votre vision dans l'équipe de coach agile, en sachant que du coup, je sais pas, enfin, j'imagine que les coachs ils accompagnent des équipes, mais qu'est-ce que du coup vous avez réussi à construire ensemble dans la mesure où vous n'êtes pas une équipe en guillemets standard où vous développez ou un produit ou autre chose en fait. Alors pour le coup, effectivement, pour cette équipe-là en particulier, j'ai triché. On l'a co-construite. Parce que, voilà, comme vous le dites, ce sont des profils un peu particuliers. Donc en fait, c'est des personnes qui ont besoin en fait, d'être engagées eux-mêmes. Donc, plus particulièrement que les autres. Ce n'est pas forcément le cas, mais de plus en plus, pour moi, les équipes tendent vers ça. Donc c'est comment on co-construit une vision ensemble. C'est qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble. Pourquoi on est là ensemble. Et donc pour moi, ce qui est important, c'est de le faire avec eux. Et on l'a créé tous ensemble. Alors pour le coup, on a 2 personnes qui nous ont rejointes et qui n'ont pas complètement validé. Donc effectivement, il faudrait peut-être qu'on la refasse pour voir si elle est toujours en phase avec l'équipe telle qu'elle est aujourd'hui. Mais voilà. Mais après, ça ne m'empêche pas, moi, d'avoir peut-être une vision en fait en background. Et je pense que chacun, de toute façon, chaque membre de l'équipe a cette vision-là de qu'est-ce qu'on devrait devenir. Mais qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, c'est indispensable. Et là, on le fait ensemble. Elle est un peu compliquée, elle est grande, enfin elle est un peu trop longue, c'est pour ça que je ne vais pas vous la dire, mais je pourrais la renvoyer, mais elle est un peu longue en fait. En résumé, en fait, notre travail, c'est d'accompagner des équipes pour qu'elles prennent en autonomie, qu'elles grandissent ensemble. Enfin, voilà, c'est faciliter leur vie en fait. C'est comment on peut aider les équipes, qu'elles soient projets ou managériales, pour vivre mieux ensemble, travailler mieux ensemble. On travaille beaucoup le collectif. Est-ce qu'il y a des outils que vous utilisez pour faciliter ce management au quotidien? Alors, oui, il y a des outils. Moi, je ne pars pas en fait, d'outils en particulier. Je pense que ce n'est pas un problème d'outils. Je pense qu'il y a déjà un problème personnel, à quelque chose à faire en nous-mêmes. Après, l'outil, c'est un outil. Donc, on l'a entendu d'ailleurs dans certaines conférences. Je trouve que c'est important d'adresser le pourquoi, mais pas forcément le comment. Le comment, en fait, après, on se débrouille, on trouvera toujours. On trouvera toujours. Et en fait, ce qu'il faut, c'est déjà que moi, je sois en phase avec tout ça. Et une fois que je suis en phase avec tout ça, à la limite, on en discute avec l'équipe et on voit ce qui semble le mieux et tout. Et souvent, ils ont envie d'expérimenter des trucs. Donc là, ça, c'est la partie facile, l'outillage pour moi. Il y a pléthore de livres et tout, on peut expérimenter énormément de choses. Pour anecdotique, certainement, mais pour rejoindre un peu la bienveillance, l'empathie, la compréhension de l'autre dans une équipe,
Je reviens sur le cheval, moi. Est-ce que vous avez essayé de comprendre pourquoi il avait cette réaction? Est-ce qu'il avait eu de la maltraitance ou ce genre de choses? Il avait été maltraité pour arriver... Oui. Alors, effectivement, j'ai fait l'exercice après. J'ai fait l'exercice après, en fait. Voilà. Donc, effectivement, c'est un cheval qui a été maltraité. Alors, il faut savoir que c'est un très, très bon cheval, mais il est tellement bon que quand on... Alors, c'est très technique, hein, je suis désolée. Quand on arrive, en fait, devant l'obstacle, si le cavalier ne l'amène pas bien, parce qu'il y a une technique pour amener un cheval, c'est-à-dire qu'on ne l'emmène pas dans n'importe quel galop, on ne l'emmène pas de n'importe quelle manière et pas avec n'importe quel équilibre. Un cheval, pour sauter, il a besoin d'une vitesse particulière, d'un équilibre qu'on appelle, en fait, arrière. Donc, en fait, on allège l'avant et on bascule le cheval vers l'arrière pour l'aider, en fait, à sauter. Et donc, c'est un cheval, si on ne fait pas ça, il ne saute pas. Il ne saute pas et il n'ira jamais à la faute. C'est-à-dire que s'il a un doute sur le fait qu'il va toucher une barre, il ne sautera jamais. Donc, en fait, il a fait de très très bons résultats avec un cavalier en particulier. Le cheval a été vendu, a changé de cavalier. Et là, le cavalier a été super content. Il a payé un bras, mais vraiment très très cher, un cheval extraordinaire qui sautait tout. Sauf qu'en fait, le cavalier avait juste pas le niveau. Et donc, il a mené le cheval à la faute. Et le cheval a fini par dire « tu y vas tout seul ». Et la personne l'a frappé avec une cravache. L'a frappé, et à chaque fois que la personne tombait, elle le frappait à la cravache. Qu'il soit sur le cheval, à pied et tout. Aucun souci, voire de préférence, je pense que c'est facile de coincer un cheval quand il est dans un box et de le frapper pour se venger, en fait. Enfin, moi, j'appelle ça de la vengeance. Il faut se dire que quand un cheval il ne saute pas, la plupart du temps, c'est la faute du cavalier. Voilà, donc je l'ai su après. Effectivement. Ce qui expliquait pourquoi, quand je venais avec ma cravache, d'ailleurs, il n'était pas très content. Et c'est pour ça que je l'ai laissé. Quelque part, c'est une belle métaphore aussi. Hein. Voilà. Mais il y a des personnes qui font le choix, effectivement, de resserrer en fait, les vis. C'est ce qu'on dit. Il y a certains managers qui font ce choix-là. Moi, personnellement, je pense que ce n'est pas un bon choix avec un cheval. Vous avez la réponse très rapide. De toute façon, il est plus fort que vous, donc vous ne vous posez pas longtemps la question. Avec une personne, il y en a beaucoup qui le tentent. Et moi, je trouve que c'est une erreur. Est-ce qu'il existe une compilation des chutes rigolotes avec une musique sympathique de toi sur le cheval? Oui, mais non. J'anticipe, je ne la partagerai pas. J'aurais essayé. Non, parce que j'ai quand même un minimum d'ego et j'avoue que voilà, c'est quand même difficile. Alors, moi, souvent, les cavaliers, on dit qu'on a un compteur. C'est-à-dire qu'en fait, on estime qu'arriver à 100 chutes, on est un bon cavalier. Donc en fait, avant Arus, j'en avais à peu près une vingtaine. Et là, je suis arrivée à 74. Donc en fait, je commence à atteindre un niveau intéressant. Voilà. Bon, maintenant, il ne me vire plus, donc il va peut-être falloir que je trouve un autre cheval. Histoire de monter mon compteur jusqu'à 100. Mais bon, il faut que je me prépare psychologiquement. Ça m'a quand même pris 1 an, en fait, faut le savoir, pour recréer quelque chose avec lui de correct. Voilà. Et puis, moi, de ne plus avoir peur. Alors, j'avais pas peur de le monter en soi, mais j'avais peur de sauter avec lui. En fait, j'ai eu tellement de chutes que j'avais la boule au ventre et vraiment très stressée, et c'était moi qui faisais des erreurs. Donc, j'ai été obligée de monter d'autres chevaux pour revenir dessus. Voilà. Et ça, c'est pareil, ça demande énormément de travail sur soi. Je peux vous dire que le jour où vous allez voir votre moniteur, il fait « Bon, faut que tu me changes de cheval parce que là, juste, j'y arrive plus. » Franchement, ça m'a demandé, en tout cas moi personnellement, énormément d'efforts. Je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, de discuter avec d'autres managers et tout, d'échanger avec différentes pratiques, oui. Et pourquoi pas encadrer une autre équipe. Je pense que c'est une piste intéressante. Après, la mise en œuvre, je ne sais pas. C'est peut-être plus compliqué. Donc, tu nous as raconté comment c'était difficile au début avec Arus. Mais en fait, je ne sais pas si j'ai raté quelque chose, mais qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu t'es dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas? Tu t'es remise en question et puis tu as tout changé. En fait, j'ai fait l'exercice qu'on fait tous. C'est-à-dire, en fait, on essaye, ça ne marche pas. Donc, on réessaye, ça ne marche pas, on réessaye, on réessaye. Donc, il y a une phrase qui le dit très bien, faire plus de la même chose donne juste plus du même résultat. Je confirme.
Et donc, il y a un moment, c'est soit tu fais le choix que ça continue, ce qui n'a pas été mon choix, soit je me suis dit à un moment, faut juste que je fasse autre chose parce que ça ne fonctionne pas. Donc, il y a un déclic. Il y a un moment, en fait, honnêtement, j'avais quelques douleurs physiques quand même, qui m'ont aidé à avoir un déclic. L'entorse au genou et tout, l'entaille à la tête, la déviation de la cloison nasale, parce qu'en fait, ces blessures-là, je les ai eues le même jour. Et donc, en fait, pendant les 3 semaines qu'on suivit, j'avais les mains bandées, je clopinais, voilà, et j'avais une belle entaille là, et j'avais du mal à respirer. Donc, ça aide beaucoup à prendre un pas de recul et se dire, il faut que je fasse autrement. Je le souhaite à personne, il ne faut pas faire pareil dans le management, il ne faut pas aller jusqu'à vous faire mal, mais avant que ça fasse mal, justement, pivotez, faites autre chose, c'est que ça va pas s'améliorer. Eh bien, merci à tous.